Cette personne qui organise, il faut se souvenir qu'elle n'a besoin d'aucune qualification professionnelle, d'aucun permis pour louer un bateau à voile. Il n'y a pas besoin de permis pour la voile. Et que donc, vous pouvez embarquer potentiellement avec quelqu'un qui n'y connaît rien. Parfois, il faut savoir remettre la dépense qu'on est en train de faire à l'échelle de ce qu'on a dépensé pour le bateau, pour l'entretien du bateau, ou bien pour le billet d'avion pour aller prendre la croisière ou pour la location. Bonjour, aujourd'hui on parle de la caisse de bord. C'est un point important de savoir comment on partage les frais à bord d'un bateau. Ça permet de bien en profiter, qu'il n'y ait pas de tension autour de l'argent, de pouvoir s'offrir ce qui nous fait plaisir et de vraiment profiter au maximum de ce moment-là. Et pour ceux qui sont sur un budget un peu plus serré, ça permet aussi de voyager, de naviguer à moindre coût. Donc on voit ce que c'est qu'une caisse de bord, on voit les bonnes pratiques et on voit aussi les arnaques, les excès qu'il peut y avoir avec ça. Donc la caisse de bord, c'est le porte-monnaie, c'est la cagnotte du bateau, de l'équipage. Dedans, on peut mettre différentes choses et c'est ça dont on va discuter. Ce que je vais dire, bien sûr, ça varie d'un bateau à l'autre et je vous invite à indiquer en commentaire comment vous fonctionnez. On a toute une gamme de pratiques qui va de la gratuité totale quand vous êtes invité sur un bateau ou bien vous recevez et vous recevez à 100%, vous invitez complètement. Ça va jusqu'à les frais partagés du bateau, y compris de l'amortissement du bateau. Donc on a toute une gamme de possibles, mais d'une manière générale, ce qui est commun à la caisse de bord, c'est d'abord l'avitaillement, donc les boissons, la nourriture, les choses qu'on va consommer à bord du bateau. Il y a aussi de façon assez générale des frais pour le gasoil, des frais de port, d'amarre, de bouée, si jamais on navigue et qu'il y a un déplacement dans des ports différents. Il y a les produits d'entretien communs, il y a les petites réparations occasionnelles qui vont être générées par le fait d'avoir utilisé le bateau. Il y a aussi parfois des frais en plus des frais de port ou à la place, il y a des frais pour accéder au bloc sanitaire, aux douches. Et puis, il va y avoir les activités qui vont être décidées par l'équipage en commun hors du bateau ou sur le bateau, qui sont payantes. Et il va y avoir, si vous êtes en location, la location du bateau, bien sûr, et éventuellement les frais pour un skipper. Ça, c'est la base minimale, on va dire, quand il y a une caisse de bord. Les choses qui vont être discutables et qui doivent surtout être discutées avant, c'est est-ce que d'autres frais qui sont des frais propres au bateau et qui incombent normalement aux propriétaires vont être partagés ou non. Certains propriétaires vont compter une quote-part, par exemple, de l'assurance annuelle du bateau ou de la place au port annuelle du bateau. Si vous êtes propriétaire, vous savez bien qu'il y a des coûts qui sont liés au bateau qui sont importants. On compte 10 à 20% par an du coût du bateau pour l'entretien, la place, etc. Vous savez bien que faire venir des gens sur votre bateau, ça coûte beaucoup plus que simplement payer sa part de nourriture. Que si quelqu'un casse quelque chose, ce qui arrive quand on accueille des gens à bord, c'est vous qui allez en être financièrement responsable et donc vous pouvez juger légitime que par exemple l'assurance annuelle, il y a une quote-part pour les personnes qui viennent à bord. Du point de vue du propriétaire, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une façon de réduire ses frais et de faire participer, de faire partager à des personnes qui n'auraient pas accès à la navigation s'ils ne recevaient pas des passagers qui mettent la main à la poche pour les frais communs. Bien sûr, tout est dans le dosage et le plus important, ça va être d'être extrêmement explicite sur ce qui est demandé et ce qui n'est pas demandé. Pour les sorties à la journée ou au week-end, le plus simple, c'est de prévoir à l'avance un forfait quotidien. Donc celui ou celle qui est responsable de ce calcul-là, en général c'est le ou la propriétaire du bateau, vous calculez une estimation des frais de port, frais de carburant, frais d'avitaillement, et puis vous donnez à l'avance le prix, le forfait pour la journée en expliquant bien à quoi ça correspond. Si vous êtes passagère, vous devez demander donc combien ça va être pour la participation quotidienne à la caisse de bord. Et bien entendu, si jamais vous êtes complètement invité, c'est-à-dire qu'on vous dit non, mais il n'y a pas de souci, tout est prévu, tu es invité, ne venez pas les mains vides. Je dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, mais c'est comme quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous prévoyez même quelque chose de symbolique, mais vous ne venez pas les mains vides si on vous invite à bord. Pour des séjours qui seront un peu plus longs, d'une semaine ou plus, il va falloir faire un budget commun et l'ajuster au fil du voyage. Pour ça, il y a des applications qui sont super, moi je trouve. Moi j'utilise Tricount, c'est pas sponsorisé, mais Tricount ça marche très très bien. C'est une petite application que vous téléchargez sur votre téléphone, il y en a sans doute d'autres, et vous indiquez à chaque fois qui a dépensé
quoi et pour qui. Et c'est une application qui permet de mettre en fonction des dépenses. Donc s'il y en a un qui a pris qu'une salade au resto pendant que les autres avaient pris un gros menu, par exemple, vous pouvez l'indiquer. Ça permet de suivre toutes les dépenses. Une autre chose que je dois préciser, c'est que le ou la chef de bord participe également à la caisse de bord. La pratique habituelle, c'est que tout le monde participe à égalité. Il faut qu'il y ait un principe d'égalité, un principe de transparence. Donc avoir une application pour faire les comptes, moi je trouve que c'est la meilleure méthode. Après, on peut tout à fait fonctionner à l'ancienne, c'est-à-dire un porte-monnaie physique où chacun met un billet de 50 € ou plusieurs billets de 50 € en fonction de ce que vous avez décidé. Et surtout, il faut vraiment prendre en compte les besoins et les moyens de chacun. Si vous voyez que quelqu'un est un peu juste ou souhaite être un peu juste, il faut que ce soit fixé au départ. Et ceux qui souhaitent dépenser plus vont dépenser plus par ailleurs, mais il faut que cette discussion elle ait pu se faire avant. Si c'est le ou la chef de bord ou quelqu'un d'autre dans l'équipage qui a fait de toute façon tout l'avitaillement et toutes les courses, ça va déjà limiter un petit peu la discussion sur ce qu'on achète au niveau nourriture. Et de toute façon, vous n'échapperez pas à ces petites négociations du quotidien, c'est les joies de la vie en groupe. Mais le plus explicite on est au départ, le moins de tension il y aura par la suite. J'en profite pour dire que c'est un des objectifs de cette chaîne, de parler des relations à bord. Alors relations hommes-femmes, mais pas seulement, aussi relations au sein de l'équipage. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et allez jeter un œil aussi sur mes vidéos gratuites si vous êtes intéressé. Je fais des formations par ailleurs pour accueillir et garder une femme à bord. Et puis une formation si vous êtes tout débutant. Ce ne sont pas des cours de navigation, moi je m'intéresse plutôt aux relations à bord et à bien préparer le voyage pour que vous en profitiez une fois que vous êtes sur place. Donc revenons à notre caisse de bord. Vous avez défini la façon dont la comptabilité va être tenue, la façon dont elle est abondée cette caisse, qui met quoi et quand. Vous avez peut-être, et moi je vous le conseille, défini un ou une responsable de la caisse de bord. Et au passage, je lui souhaite bon courage parce que c'est vraiment un poste qui n'est pas agréable de tenir les finances. Cette personne-là, il faudra de préférence qu'elle garde les justificatifs s'il y a une question ou une réclamation ou quelque chose qui pose question. Cette personne, elle va donc noter toutes les dépenses, elle va faire un point sur l'état de la caisse de bord et elle va éventuellement demander de réajuster, dire où on en est et dire attention, il va falloir réabonder ou on est large, on peut aller au resto ce soir. Donc concernant les bonnes pratiques, c'est avant tout la transparence qui compte. Il faut absolument communiquer avant les frais qu'il va y avoir. Ça, c'est la responsabilité de celui ou celle qui organise la croisière. Il faut avoir un outil, que ce soit papier, crayon ou application, qui permette de suivre bien au jour le jour les dépenses qui sont faites. Et puis, il faut aussi faire une évaluation régulière de ce qui reste et de ce qu'on peut dépenser. Comme toujours dans les choses qui se font en groupe, il vaut mieux avoir une certaine souplesse, il vaut mieux être ouvert au dialogue, il vaut mieux être prêt à discuter, et puis se souvenir que tout le monde n'a pas le même rapport à l'argent, et il faut être ouvert au dialogue. Mon conseil, ce serait de prévoir un peu trop au départ sur la caisse de bord, parce que c'est toujours plus facile d'avoir prévu trop et d'ajuster tranquillement avec une marge plutôt que de demander de rallonger. C'est toujours plus désagréable de demander une rallonge et pour chacun de rajouter. Mon autre conseil aussi, c'est de dire que le moment de navigation, la croisière, c'est un super moment, c'est un moment luxueux et c'est peut-être pas le moment de chipoter sur quelques euros. Alors, je ne dis pas qu'il faut dépenser n'importe quoi, n'importe comment quand on est à bord, mais parfois, il faut savoir remettre la dépense qu'on est en train de faire à l'échelle de ce qu'on a dépensé pour le bateau, pour l'entretien du bateau, ou bien pour le billet d'avion pour aller prendre la croisière ou pour la location. C'est d'autant plus vrai quand on arrive dans un pays où le coût de la vie est très bas. On a tendance à s'aligner les représentations qu'on a de l'argent sur le coût de la vie local. C'est vrai en bateau, mais c'est vrai quand on part en voyage d'une manière générale. Donc, pour le bien de l'équipage, pour le plaisir de naviguer tous ensemble, il faut quand même rester sur des choses qui sont fluides, qui sont raisonnables et de ne pas trop se crisper sur des dépenses qui, au final, resteront marginales par rapport à la dépense globale. Au cours du séjour, il peut y avoir des désaccords sur les dépenses. Quand c'est possible, ces dépenses-là, elles sont prises à titre individuel. C'est-à-dire que si tout le monde ne veut pas aller au resto, c'est quand même assez facile de ne pas tous aller au resto. On n'est pas toujours tous obligés de faire la même chose et à ce moment-là, ça doit être décidé en amont. Comme pour tout, on discute, on s'explique et puis on prend une décision collective.
Donc si vous êtes débutant ou débutante, n'hésitez pas à poser des questions, renseignez-vous bien avant de partir. Une fois que vous êtes embarqué, c'est toujours plus délicat et c'est délicat pour les deux côtés. Voilà pour les bonnes pratiques. Évidemment, c'est plus simple, plus la croisière est courte et moins on est nombreux, plus c'est simple. Plus la croisière est longue et plus on est nombreux, plus c'est compliqué. Je voulais venir sur les escroqueries qu'il peut y avoir parce qu'il y a des gens qui abusent et c'est valable dans les deux camps. Quand je dis les deux camps, je veux parler de ceux qui sont propriétaires de bateaux ou qui organisent des sorties sur un bateau de location et de l'autre côté, ceux qui sont passagers. Un premier excès, ça consiste pour un propriétaire à vouloir tirer parti de l'accueil de passagers d'une façon qui serait quasiment de la navigation payante. Et là, il faut être bien clair. Soit on est en accueil de passagers payants et on a tout un tas de contraintes et de normes, que ce soit des impôts, des qualifications professionnelles, un équipement du bateau qui n'est pas le même, et à ce moment-là, on peut faire payer des passagers. Soit on est quelqu'un qui met à profit son bateau dans des sites de co-navigation ou avec des amis, et on ne peut pas en tirer de profit. La règle est claire. Maintenant, la limite entre les deux, des fois, n'est pas très claire parce qu'il y a des propriétaires qui proposent des caisses de bord, des frais à la journée qui sont quasiment les prix qu'on paye sur des navigations, sur des stages de voile. Alors bien sûr, ça dépend de la taille du bateau, ça dépend de la prestation qui est proposée, ça dépend de l'avitaillement, on l'a dit, du carburant, de tout ça, mais au-delà d'une certaine somme pour un bateau donné, ça devient aussi cher que du payant. Et en tant que passager, en tant que coéquipier invité, ça peut être considéré comme abusif. Alors c'est difficile de donner des prix parce que les prix changent tout le temps et qu'il y a de l'inflation. Là on est en 2025. Pour un bateau qui serait un bateau de, on va dire, moins de 10 mètres, il me semble qu'au-delà de 50 € par jour, on est sur des tarifs qui sont élevés pour une caisse de bord, pour du partage de co-navigation. Après, encore une fois, les usages varient selon les lieux, selon les habitudes. N'hésitez pas à indiquer en commentaire ce que vous pratiquez ou ce que vous avez vécu en tant que coéquipier ou coéquipière. Donc ça, c'est les abus côté propriétaire sur le tarif des caisses de bord à la journée. L'autre abus, c'est côté passager. Quand j'étais plus jeune, je vivais sur un bateau en Martinique et pendant les vacances, j'invitais souvent des amis à faire soit une croisière à la journée, soit une croisière de quelques jours dans les îles d'à côté. Et j'étais jeune, j'étais très idéaliste et je pensais que naturellement les choses allaient s'équilibrer en termes de dépenses et que j'avais pas besoin, c'était pas dans ma mentalité du tout, j'avais pas besoin de prévoir une caisse de bord. Je savais même pas que ça existait, l'idée de la caisse de bord. Sur la première croisière d'une semaine qui était prévue, j'avais fait l'avitaillement sur ce que je pensais allait tenir quasiment une semaine de nourriture, de boissons, etc. pour qu'on ne soit pas embêté à devoir faire des escales tout le temps pour se ravitailler. Et en fait, mes passagers, en 3 jours, ils ont tout descendu. Ils ont mangé comme si on était à la maison en abondance et comme s'il y avait un frigo qui pouvait se remplir d'un coup de voiture pour aller chercher des trucs à l'épicerie. Et c'est pas le cas en bateau. C'est vrai que quand on n'est pas habitué aussi, on le sait pas. J'aurais dû l'expliquer. Mais il y a des produits frais sur lesquels on est obligé de se rationner. Ça ne veut pas dire qu'on mange moins, ça veut dire que les produits frais, si on n'a pas une grosse capacité de stockage, on doit les faire durer. Sinon, à la fin, on mange que ce qui se conserve, donc des pâtes et du riz. Bon, bref, à aucun moment, mes invités n'ont pensé qu'ils étaient concernés par l'avitaillement, par aller chercher à manger ou par quoi que ce soit. Ils ont trouvé par contre que j'étais super sympa. La seule chose, c'est que moi, je ne les ai jamais réinvités. Donc, si vous voulez conserver vos amis et si vous voulez être réinvité sur un bateau, évidemment qu'il faut poser ces questions avant et évidemment que c'est normal de participer dans les deux cas. C'est de la responsabilité des invités de demander ce qu'ils doivent apporter, quelle est la participation à la caisse de bord, et c'est de la responsabilité du chef de bord, de la personne qui organise, de planifier ça et d'expliquer correctement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et les limitations de la navigation pour les choses du quotidien. La dernière chose que je vais aborder, c'est la question de la colocation de bateaux. Ça se fait de plus en plus, donc c'est une personne qui loue un bateau et qui va composer plus ou moins un équipage avec des gens qui participent aux frais, un partage des frais.
Alors là-dessus, il y a deux aspects. Il y a l'aspect financier et il y a l'aspect sécurité. Pour l'aspect sécurité, je vous renvoie à ma vidéo comment bien choisir son capitaine parce que cette personne qui organise, il faut se souvenir qu'elle n'a besoin d'aucune qualification professionnelle, d'aucun permis pour louer un bateau à voile. Il n'y a pas besoin de permis pour la voile et que donc vous pouvez embarquer potentiellement avec quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc je rigole, mais c'est pas très rigolo, et ça fait pas rigoler non plus les propriétaires de bateaux qui se retrouvent dans des mouillages, parfois avec des bateaux de location qui sont pas toujours très habiles dans leur déplacement. Donc dans ce cas où il y aurait une colocation, c'est la même règle qui s'applique, transparence et partage équitable des frais. Donc celui qui organise paye de la même manière que les autres. S'il y a location d'un skipper, enfin location, si un skipper est recruté, les frais du skipper sont partagés également, les frais du bateau sont partagés également et tous les justificatifs doivent être fournis à l'ensemble des membres de l'équipage. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question sur la caisse de bord. N'hésitez pas à indiquer en commentaire quels usages vous avez connus, les choses que j'ai pu oublier. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo ou bien en mer. Ciao!